Bonjour Pierre-Charles. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, déjà, je vous remercie infiniment de m'accorder cette interview le dernier jour de l'année. Alors, on finit bien l'année, hein. Je suis ravi, je suis enchanté. Alors, vous êtes donc médium et voyant. Et juste pour vous situer, vous n'avez pas toujours fait ce métier, parce qu'aujourd'hui vous êtes professionnellement installé comme médium et voyant, et tarologue aussi, enfin on en parlera après. Vous avez débuté votre carrière d'un côté complètement différent, c'est-à-dire dans la banque, c'est ça, vous étiez banquier. Absolument, absolument. Donc j'ai travaillé pour deux établissements anglo-saxons. Et au début des années 80, j'ai changé de voie, donc je suis installé en tant que voyant depuis quasiment 30 ans. 30 ans, voilà. Alors, il y a quelque chose, je vous ai contacté grâce à Facebook, parce que Facebook a quand même des avantages, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose je sais pas, enfin intuitivement, puisque moi je suis une intuitive, il y avait quelque chose qui passait entre nous. Et ensuite, en lisant votre bio, j'ai vu que vous aviez été un enfant solitaire, et moi-même intuitive, j'ai été une enfant très solitaire. Et beaucoup de personnes qui sont intuitifs, j'ai remarqué hein, qu'ils avaient été aussi très, très solitaires. Alors, est-ce que vous sentez, vous pensez, vous, en tant que voyant médium, qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait d'avoir été solitaire quand on était petit et ensuite notre intuition, développer des capacités paranormales? Évidemment, puisque le monde intérieur est plus vaste, évidemment. Donc vous, ça vous a aidé d'avoir été un enfant solidaire. Après, vous pensez que ça a vraiment eu un impact sur... Oui, certainement. Bon, évidemment, c'était aussi assez douloureux. Vous voyez de ne pas trouver dans le petit camarade ou la petite camarade le pot attendu. Donc, oui, bien sûr, ça a été aussi une souffrance. Je dois l'avouer, c'était après. Et donc, j'ai trouvé mon compte puisque j'avais cette nature merveilleuse où où je me sentais plein. Et donc, c'était incroyable de pouvoir sentir l'amour dans la nature qui était toute proche, puisqu'il y avait un bois à côté de la maison et la mer qui était à 50 mètres. Donc, c'était vraiment un cadre exceptionnel. Et j'y trouvais un bonheur, une sérénité, une paix. Donc, oui, parce que vous êtes basque. Hein, j'ai oublié de dire que vous êtes basque. Voilà, du Pays Basque, de ce merveilleux Pays Basque. Alors, vous avez eu votre premier... Bon, vous avez eu votre première expérience paranormale, on va dire, à l'âge de 5 ans. Alors, est-ce que vous pouvez me dire rapidement, parce qu'après on va passer au futur, qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? Qu'est-ce que vous avez senti, ressenti pour la première fois? Donc, à côté de notre maison, il y avait une énorme propriété terrestre, je crois. Il y avait la résidence d'un élève qui était quasiment abandonné. C'était pas plan. Et donc, vous savez, les enfants vont partout, donc dans les petites bandes du quartier, dans les petits gamins. Et donc, on est rentré dans cette maison qui était ouverte. Et donc, je me souviens, il y avait un immense premier étage, il y avait un immense salon, avec des fauteuils courts, complètement délaissés, abandonnés. Et là, j'ai senti vraiment ces présences de cet esprit physique, j'ai senti comme des énergies, et j'ai vu tout de suite que cet univers était peuplé. Vous voyez, donc ça a été vraiment la prise de conscience à ce moment-là. Il y avait autre chose de l'autre côté. Vous voyez, donc que dans l'invisible, il y avait des présences. Vous voyez, ça a été vraiment la première expérience que j'ai vécue. Oui, donc ça a été ça. Après, il y a eu, comment dirais-je, un événement quand même un peu qui a failli être très terrible. Donc, un de mes petits camarades qui a eu par la suite un destin absolument funeste, est-ce qu'il y a un lien de causalité ou non? Donc, il a failli tomber, mourir dans une citerne d'eau qui était un peu éventrée. Et donc, grâce à un jardinier des environs, il a eu la vie sauvée. Vraiment, quel moment de frayeur! Ah oui, sûrement, oui, dis donc. Et je ne pense pas que les autres enfants, justement, et on ne parle pas de cela. Je ne pense pas qu'ils ont ressenti comme j'ai ressenti, mais vraiment c'était quasiment physique. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. Quasiment physique de sentir toutes ces entiers, enfin, ces masses d'énergie qui me traversaient, qui me côtoyaient. C'était vraiment la première expérience.
C'était votre première expérience. Et puis après, vous avez eu à 20 ans, donc ce don, vous l'avez, bon, votre maman hein, était très, très versée dans le spiritisme et tout ça, hein, c'est ça, hein, j'ai bien compris. La spiritualité. La spiritualité, d'accord. Et, Et, mais elle assistait aussi à des séances de spiritisme? pas ma mère, ma tante. Bah, votre tante, voilà. Qui paraissait dans un personnage très, très particulier. Et donc, j'ai vécu en Angleterre, dans les pays arabes, partout. Donc, il y avait, comment dirais-je, une ouverture sur le monde que nous n'avions pas. Oui, oui. Que vous n'aviez pas dans votre... avec... Oui. Après, vous savez, il y a eu plusieurs... Il y a eu, oui, à l'époque où j'ai vécu en Angleterre, c'est-à-dire en 67-68, j'ai assisté à ma première séance spirit avec des jeunes gens comme moi. Et donc, j'ai dit Ouija. Oui, 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 oui. On a capté, bon, j'aimais pas trop, mais je l'ai fait des fois. Et étrangement, parmi les personnes qui assistaient à cette séance que j'ai vécue, à cette séance de spiritisme, un de mes jeunes amis est mort violemment un an après. Oh, dis donc, oui. Mais vous l'aviez senti? Un jour. Oui, donc ça a été terrible. Toujours quand même un drame très proche lors des premières expériences. C'est très curieux. Ah oui, dis donc. Alors, à 20 ans, vous êtes au service militaire, et là, dans votre caserne, hein, c'est ça, hein, vous sentez, pour la première fois, vous avez une expérience médiumnique. Hein, vous avez, c'est ça. Enfin, c'est une redite quelque part. J'étais à nouveau dans une grande solitude, puisque j'étais le secrétaire du lieutenant-trésorier, et j'habitais en dehors du casernement, comme un petit studio, vous voyez. Et donc, là, vraiment, j'étais très malheureux. Je me trouvais dans un monde quand même assez inconnu, quand même assez riche. Ah oui, oui, oui. Épouvantable, l'hiver. Et j'étais dans une solitude, et j'ai capté ce soldat mort, oui. qui était né à Flemingen, etc. Et j'ai eu plein d'informations à travers justement cette communication spirit. Alors ça a été la première fois où j'ai capté vraiment une entité des incarnés. Donc là, comme médium, donc vous canalisez, n'est-ce pas? Vous canalisez, vous avez des guides, et ils vous parlent. Comment ça se passe? Donc si c'est pas indiscret, mais comment ça se passe? Ben, ça se passe, oui. Donc, je me mets, vous voyez, en phase pour être canal dans la consultation, parce que, bien évidemment, je me protège moi aussi, je ne vais pas sortir ouvert dans la rue. Je peux ouvrir aussi spontanément lors d'un partage ou d'un échange. Oui. Donc, j'appelle ces guides, j'appelle ces maîtres attentionnés, et donc je reçois des informations. Alors, ça peut être en début de séance, ça peut être pendant la séance. C'est très, très, très variable. Il n'y a pas de règles. Alors, ça peut toucher dans des informations. Parfois, dans la première minute de la consultation, je canalise et j'essaie de les moduler de manière à ce que la personne ne soit pas non plus traumatisée. Et je le communique à la consultante. Est-ce que vous avez dans vos consultations, sans entrer évidemment dans le secret professionnel, hein, puisque vous êtes tenu au secret, mais est-ce qu'il y a dans vos consultations quelque chose qui vous a impressionné, quelque chose qui vraiment aujourd'hui vous dites, vous y pensez avec, je sais pas, ou avec émotion, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a profondément marqué? J'ai eu la chance de rencontrer, j'ai la chance encore de rencontrer des gens remarquables par leur parcours, remarquables par leur évolution, des gens qui ont vécu l'horreur, qui ont transcendé cette horreur. Donc, j'ai la chance d'avoir, il y a des êtres qui sont particulièrement doués ou particulièrement, donc j'ai eu dans des échanges quand même d'une très grande densité avec de grands décideurs, avec de grands créateurs, etc. Donc c'est surtout ces échanges au niveau de l'intime, oui. Donc où il y a plus de résistance, il n'y a pas de barrage, évidemment, avec un intime respect. Donc il y a tellement d'anecdotes, rien ne me vient à l'esprit dans l'instant. Est-ce que, parce qu'on lit parfois, vous savez aussi bien que moi que malheureusement dans ce milieu, et il y a beaucoup de
de charlatans, beaucoup de personnes, j'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus, pardon, qui profitent de la douleur, de la peine de la personne pour raconter tout un tas de blablabla. Effectivement, je vais vous poser la question, très franchement, je sais que vous ne pratiquez pas la langue de bois, comment peut-on reconnaître un vrai voyant, un vrai médium d'un charlatan? C'est une question fleuve. Déjà, vous savez, on choisit un voyant. Si vous allez sur Internet, par exemple, bon, c'est quand même, il y a tout et n'importe quoi. Oui. Il y a aussi que la voyance n'est pas réglementée. Donc, nous sommes tolérés en France. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et c'est régi par le Code Napoléon, c'est-à-dire il y a une tolérance. En revanche, le staff nous accueille avec joie. Ah oui, 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 ça, donc. Donc, on n'a pas de statut, on n'est pas reconnu par la société. Donc, il n'y a pas de règle. N'importe qui peut pratiquer, en France et dans d'autres pays, peut se décréter voyant et agir. Et donc, je pense qu'il vaut mieux demander conseil. Vous voyez, donc, essayer de se renseigner sur les gens qui ont consulté, donc pour connaître l'éthique de la personne. Il y a aussi les syndicats, donc les festivals, par exemple. En France, il y a l'INAD, où tous les charlatans sont listés. Vous voyez, donc on peut prendre contact avec ces gens-là. Et puis je pense qu'il faut faire les choses aussi avec intuition et avec feeling. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas avoir tout pour rien. Vous voyez, donc les groupes, parce qu'en fait, c'est pas les responsables. Ce ne sont pas forcément les voyants. Ou les voyants qui parfois travaillent dans des conditions tragiques, épouvantables, quasiment pour rien. Vous voyez. Oui. Donc, c'est tous les groupes financiers qui gèrent tout cela. Oui. Vous voyez. Donc, je sais que personnellement, moi, je ne ferai jamais une voyance par hôtel. Oui. Oui, oui, ça. Donc, une voyance gratuite, ils ont fait de l'arnaque. Oui, voilà. Donc, il y a quand même, c'est chacun qui a des années. Je sais que c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut se renseigner aussi sur le background, c'est-à-dire, bon. Oui, c'est ça, le bouche à oreille, finalement. Le bouche à oreille, je pense que c'est la meilleure des choses, de manière à rester. Votre voyant peut être étonnant pour vous et très quelconque pour votre amie, Madame X. Bien sûr. C'est affaire physique, c'est affaire personnelle. Il y a des moments où il faut vivre l'expérience et faire confiance aussi à son intuition. Oui, avoir du discernement, finalement, hein, c'est ça. Oui, discernement, exactement. Donc, vous n'avez pas Enfin, moi, pour le tarot, hein, puisque moi-même, je pratique le tarot, une chose est sûre, c'est que souvent, on a le sentiment quand on va... J'adore ça, hein, j'adore la voyance, j'adore le tarot, j'adore ce genre de choses. Et j'ai été souvent voir des tarologues, et sans qu'on s'en rende compte, on parle beaucoup, on donne beaucoup d'informations. Ça, c'est... Écoutez, vous voyez, la voyance, c'est un phénomène tellement immense. Vous voyez, donc, ce qui compte, à mes yeux, c'est donner au consultant ou à la consultante ce qu'il attend. Donc, il y a toujours une demande essentielle chez ceux ou celles qui viennent. Donc, parfois, une personne a besoin de parler. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Ça leur permet d'exorciser ou de commencer à exorciser des moments douloureux ou des épreuves qu'ils traversent. Oui. Donc, moi, je peux aussi laisser parler des personnes. Oui, je le fais en fonction de mon discernement. Donc, il y a des personnes qui... il y a des moments où je parle, la personne prend des notes, mais j'aime bien l'échange et le partage. Oui. Donc, dès lors que votre désir, c'est de venir en aide, éclairer. Moi, je travaille un peu comme les anglo-saxons travaillent, c'est-à-dire je fais des lectures en utilisant ma médiumnité directe, c'est-à-dire mon ressenti, mes flashs, et aussi les supports, c'est-à-dire les lignes de la main, les mouvements de la main, et donc la manière dont la personne positionne ses mains, ou le tarot, etc. Le tarot, bon, le tarot, parfois, le tarot est parfois muet.
Oui, 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 c'est vrai ça. Il y a des moments où les gens disent, mais enfin, moi je sais, dans ma famille, on me demande souvent de le faire, bien sûr. Et j'ai dit, non, aujourd'hui je ne sens rien, ça passe pas, ça passe pas. Et effectivement, ça passe pas. Il faut pas forcer. Alors, vous faites des formations, hein, des formations au tarot, hein, c'est ça. Hein, vous allez recommencer des formations au tarot. Sur les cryptos également. Donc, mon projet a immédiat, c'est même pas sûr. Donc, c'est d'organiser un atelier dominical pour les partenaires, donc avec quelques personnes, un groupe énorme, où on partagera par rapport au tarot de Marseille, parce que c'est le tarot de votre travail, et donc pour tout niveau, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une pratique, etc., et des gens qui sont plus néophytes. Ah, d'accord. Donc, ça, je vais commencer, déjà recommencer par cela. J'ai fait beaucoup de cours individuels, Oui. dernières années. Donc, quelques personnes qui nous donc, essayer de partager mon expérience du tarot, mes trucs, mes tirages, les aider, leur apprendre à voir le tarot autrement, parce que je ne dis pas que je le théâtralise, oui, donc je vais prendre souvent les postures, essayer de comprendre, donc, après, vous savez, dans le tarot, chacun trouve ce qu'il cherche. Oui, ce qu'il cherche, oui, effectivement, oui. Dans son niveau, parce que tout le monde n'est pas féru d'astrologie, tout le monde n'est pas passionné d'alchimie, etc., mais on peut, tout le monde. Donc, le tarot est complètement limitatif. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Le tarot qui m'a permis de commencer à lire mes chronologies, mes symboles, à essayer de comprendre, et donc, cette immensité, ce témoignage vivant, cette tradition, vous voyez, merveilleuse, donc, chacun y trouve son compte, et le tarot s'apprend. Voilà. Donc, la voyance ne s'apprend pas. La voyance ne s'apprend pas. Alors, pour terminer, je vais abuser de vos dons. Abuse. De vos dons de voyants. Alors, parce que effectivement, beaucoup de gens sont intéressés. En cette année, bon, nous sommes à quelques heures de finir l'année et la nouvelle année 2014 arrive à grands pas. Alors, quelles sont vos prévisions par rapport à la crise mondiale? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une petite reprise ou que malheureusement on continue dans le même marasme? Donc, je pense que 2014 devrait être une année de transition. Donc, beaucoup de pays sortiront progressivement de la crise, donc, comme l'Espagne, même la Grèce, même le Portugal. Ah, tant mieux, tant mieux. Il y a une amélioration. Pour parler de la France, je ne pense pas qu'on devrait connaître des créations d'emplois à ce point gigantesque. Je pense que l'année 2014 risque d'être assez difficile sur un plan économique. Donc c'est sûr que sur un plan mondial, donc il va falloir à un moment donné essayer de régler ce problème de cette financiarisation excessive, etc. Donc nous devons attendre de nos gouvernants qu'ils agissent, hein, surtout contre tous ces lobbies hyper puissants. Oui, bien sûr, oui. Je ne pense pas qu'en 2014, on devrait réguler ou déréguler à ce point. Bon, est-ce qu'il y aura des conflits en 2014? Évidemment, comme en 2013. Est-ce qu'il y aura des énormes bouleversements en France? Je ne le pense pas. Est-ce que le président restera au pouvoir? Je le pense. Est-ce qu'il changera d'équipe? Je le crois. Est-ce que vous voulez qu'on parle des municipales à Paris? Oui, parlons des municipales à Paris, pourquoi pas? Parce que... il me semble que Anne Hidalgo devrait obtenir le poste. Comment que Anne Hidalgo. Ah, d'accord, Anne Hidalgo aurait le poste, d'accord, bien. Et sur un plan alors plus général, enfin, est-ce que on peut terminer par une bonne nouvelle que vous pouvez nous annoncer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous remonter le moral? Moi, je crois absolument à toutes ces forces vives, vous voyez, tous ces êtres de parlement qui veulent une vie meilleure, qui veulent une vie plus citoyenne, qui veulent plus d'écologie. Je pense que on avance. Il y a deux parlements, plein d'expériences qui sont en train de se multiplier. Donc, voyez, nous sommes dans un nouveau monde déjà, oui. Donc, avec évidemment une communication différente,
Donc, je pense qu'on va vers plus d'humanité. Vous savez que, par exemple, la pauvreté a beaucoup, la pauvreté, la faim a beaucoup régressé dans le monde. Je pense on va, évidemment, tout ne sera pas réglé en 2014, ce sont encore des temps bien compliqués, mais en tout cas, je suis plein d'espérance pour le temps qui vient. Je crois que quelque part, il est indispensable que chacun va essayer de se remettre en question, de parler il suffit d'accepter nos conditions, nos états, donc pour essayer de faire évoluer nos vies. Oui, parce que c'est, comme disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, comme disait Socrate, et on a du mal, souvent, le message a du mal à passer, que c'est en nous changeant, nous, qu'on changera le monde et pas le contraire, parce que effectivement, si on a un caractère plein de colère, de rage et tout ça, eh bien on va le projeter à l'extérieur, et ça projeter plus projeter, effectivement, ça fait beaucoup de colère, hein, et alors on va finir sur la violence. Pensez-vous quand même que j'ai encore vu qu'il y a de la violence encore à Marseille, il y a encore des problèmes à Marseille. Je connais des Marseillais et vraiment je compatis parce que c'est pas drôle de vivre comme ça dans cette violence perpétuelle et journalière. Alors est-ce que par rapport à la violence, vous pensez que vous sentez comme médium qu'il va y avoir quand même une accalmie, quelque chose? Accalmie. Bon, pour être très honnête, je ne le pense pas. Vous savez, la Terre est une dimension violente. Oui. Regardez un ouragan, regardez une tempête. Dans la Terre, non. La nature est violente. Oui, la nature est violente. C'est chacun à cultiver sa propre paix. C'est chacun à allumer sa petite lampe. Vous voyez, c'est à chacun. Vous voyez, donc, bien sûr, il y a plein de problèmes dans la société française, et pas seulement, dans la société aussi autrichienne, oui, italienne, ou américaine. Donc, tous ces problèmes. Donc, en fait, moi, je compte sur la bonne volonté, vous voyez, pour tous ces réseaux qui s'établissent, tous ces mouvements qui sont quand même de plus en plus importants. Vous voyez, oui. Tels que le net, qui sont immenses. Oui. Moi, je mesure déjà je m'intéresse beaucoup à l'économie. Vous voyez, donc, je passe au moins 1 heure par jour pour essayer de comprendre ce qui se passe dans différents pays, certains en particulier. Mais donc, moi, je ressens quand même, vous voyez, que nous sommes quelque part vers un équilibre plus grand. Est-ce que la violence sera éradiquée en 2014? Non. Pas. Est-ce qu'il y aura une nouvelle équipe à Marseille? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Une multitude. Vous savez, donc il y a aussi quand même beaucoup d'endroits où il y a quand même une immigration un peu sauvage dont on paie les conséquences aujourd'hui. Vous voyez, donc il n'appartient pas de dire il faut pas. C'est seulement constater, essayons d'être artisans de la paix les uns les autres. Voilà. Eh bien, écoutez, franchement, on ne pouvait pas terminer mieux cette interview sur la fin de l'année 2013 qu'avec ces magnifiques paroles. Nous allons être les artisans de la paix. Vous et moi et les autres. En tout cas, je vous souhaite une année 2014 splendide, avec plein d'écrits. Vous allez écrire. Oui, je vais écrire. Est-ce que mon nouveau projet de tarot intuitif va avoir du succès? Est-ce qu'il va avoir du succès? Il y a encore quelques lenteurs, mais vous vous approchez du... Vous avez quelque chose à voir en termes de graphisme? Graphisme? Graphisme comment? C'est-à-dire la conception graphique de vos supports. Ah, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Il y a encore quelques lenteurs, mais je pense que 2014 devrait être une année importante. Moi, je dis oui. Bon. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, alors moi, je vous souhaite plein de choses merveilleuses, de merveilleuses photos, parce que vous mettez sur Facebook des photos magnifiques. Alors vraiment, c'est voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses aussi pour 2014 et plein de consultations bien sûr, et puis toujours cette bonne humeur et cette joie de vivre qui transperce vraiment dans notre interview à tous les deux.
Tout se cultive, Sylvia, mais Oui. vous le savez fort bien. Oui, tout se cultive. Du bonheur, voilà, et continuer à être notre part. Allez, plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. À très très bientôt. Et merci. Au revoir.